Et justement, par rapport à votre expérience en tant que député national, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences entre les deux fonctions, député national et député européen? Est-ce que vous voyez de grandes différences ou pas vraiment? Ah, je trouve qu'il y a beaucoup de différences. Si vous voulez, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vraiment le bipartisme, c'est gauche-droite. Et c'est traité comme si les propositions d'un député de droite ne pouvaient pas être prises en considération, vous voyez, dans la loi. C'est vraiment le bipartisme. En même temps, vous avez le poids du parti sur vous. C'est-à-dire que si vous êtes en désaccord sur votre parti, on vous le fait sentir. Et moi, à plusieurs reprises, je me rappelle sur la chasse, par exemple, j'étais en désaccord complet avec le Parti Socialiste sur la chasse. J'étais plutôt lié à la directive européenne à l'époque, donc vous voyez, c'était... Et je ne comprenais pas comment, nationalement, on pouvait aller à l'encontre de la protection des oiseaux, par exemple, sur l'ensemble, si vous voulez, de l'Europe. Bon. Au Parlement européen, ça n'a rien à voir, parce qu'il n'y a aucun parti qui est majoritaire. Quand vous jouez votre rôle législatif, que vous proposez des amendements, il faut trouver des compromis avec les groupes politiques. Et vous êtes beaucoup plus sur la compréhension de la culture de l'autre. À la fois la culture du pays, parce que vous voyez que un socialiste anglais ou un socialiste allemand ou français, c'est très différent. Et donc, vous êtes obligé de faire des alliances pour que votre amendement passe. Donc, il y a plutôt cette... D'abord, il y a un grand respect. Même si vous êtes en désaccord, les gens argumentent et expliquent le pourquoi de leur position, et vous expliquez le vôtre, et puis à un moment, il y a ce qu'on appelle des shadow meetings, c'est-à-dire il y a tous les rapporteurs sur un texte de différents groupes politiques, et on essaie de trouver des alliances. Alors des fois, ça peut aller avec le Parti populaire européen, qui est le parti conservateur, des fois c'est avec les socialistes, les libéraux, l'extrême gauche, et comme ça on arrive à trouver des majorités. Donc le fonctionnement même, il est plus consensuel, si vous voulez. Moi, je peux pas accepter un compromis qui va à l'encontre de ce que je pense foncièrement. Mais je suis prête à avancer d'un pas si l'autre avance aussi d'un pas. Donc c'est plus respectueux et en même temps, ça construit l'Europe. Et là, on voit qu'on n'a pas la vérité infuse. Il faut aussi retenir le compte de l'histoire du pays pour comprendre le positionnement de ces gens-là. Comment est-ce qu'un député européen partage son temps? Je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie en tant que députée européenne. D'abord, c'est un travail qui vous demande pendant 3 semaines, vous allez à Bruxelles, donc moi je pars le lundi et je reviens le jeudi soir, donc j'ai un appartement à Bruxelles parce que j'en avais marre d'avoir toujours des valises à être à l'hôtel. Et puis 1 semaine par mois, on est à Strasbourg. Donc vous voyez, puis comme ça fait beaucoup d'heures de transport, vous voyez, moi il me faut 6 heures de partir de chez moi pour aller au Parlement. Donc une fois que vous y êtes, vous y restez. Et puis toute la journée, vous avez des rendez-vous, vous avez des votes souvent en commission, il faut faire ces shadow meetings, vous recevez beaucoup, parce que quand vous travaillez sur un texte, il y a énormément de lobbies qui veulent vous voir, ou des associations, etc. Donc toute votre journée, elle est prise par des rendez-vous, par des rencontres ou par des votes. Et souvent, ça commence à 8h du matin et ça finit à 9h du soir, quoi. Donc vous arrivez, vous êtes hyper fatigué et vous recommencez le lendemain. Et puis le week-end, comme moi je suis une députée qui voulait être au service des territoires, vous voyez ici même, on est à Valence, c'est mon bureau, donc je reçois le lundi et le vendredi. Et puis j'ai un autre bureau à Marseille. Et donc souvent je descends à Marseille pour recevoir des gens, par exemple, qui sont porteurs de projets européens ou qui ont des questionnements sur l'Europe. Vous êtes impliqué dans quelle commission et quel est votre travail dans cette commission? Alors moi je suis impliquée dans 2 commissions, la commission ITRE qui est Industrie, Recherche et Industrie. Donc dans cette commission est traité tout le problème de la transition énergétique. Vous voyez, j'ai fait des rapports sur les plateformes pétrolières, sur la sécurité nucléaire en ce moment. J'ai fait beaucoup de rapports aussi sur, par exemple, la directive tabac. Elle était aussi dans la commission ITRE. Et puis d'autres commissions, qui est la commission Envie, qui est la commission Santé et Environnement. Donc dans cette commission, on traite de tout ce qui est, j'ai fait des rapports sur la grippe H1N1, j'ai fait des rapports sur la pharmacovigilance, j'ai fait d'autres rapports sur le clonage des animaux, enfin bon, vous voyez, c'est énorme. Et en même temps, je suis à ce qu'on appelle l'ACP, c'est-à-dire que c'est une assemblée parlementaire
qui regroupe moitié de députés européens et moitié des pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et là, 2 fois par an, on rencontre des députés de ces différents pays et on essaie d'aborder des résolutions, vous voyez, que ce soit sur des conflits, que ce soit sur une politique énergétique, que ce soit sur comment améliorer la santé dans ces pays, etc. etc. Plus des demandes qui sont faites dans certains pays où ils veulent voir des députés européens sur différents sujets où je suis invitée. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez été rapporteur de différents textes. Est-ce que vous souhaitez nous parler d'un rapport que vous avez écrit, qui a été voté ensuite au Parlement? Alors, il y a plusieurs rapports. Il y en a 2 qui m'ont... le premier rapport, c'est le rapport sur la pharmacovigilance, c'est-à-dire l'étude des effets secondaires des médicaments. Et moi, j'étais très attentive à ça parce que je m'aperçois qu'on donne beaucoup de médicaments, en plus le français est très consommateur de médicaments, mais en même temps, on voit que ça peut avoir des effets secondaires. Donc j'étais très attentive sur comment on suit les effets secondaires, ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Et là, j'avais pris plusieurs scandales qui se sont passés dans l'histoire pour renforcer la protection, vous voyez, du patient. Et en même temps, pour diminuer le poids des lobbies pharmaceutiques, parce que c'est souvent eux qui font l'information, c'est eux qui font la communication, et par contre, quand vous êtes victime d'effets secondaires, on l'a vu sur la pilule par exemple, hein, on l'a vu sur le Mediator, on le voit à l'heure actuelle sur le Gardasil, qui sont des vaccins, et dont on voit qu'il y a plein d'effets secondaires au niveau des femmes qui se font vacciner. Donc voilà, ça c'est un rapport sur lequel j'ai été très attentive sur la transparence de l'information, sur les études cliniques, est-ce qu'elles sont bien faites, est-ce que quand il y a des décès dus à l'ingestion d'un médicament, c'est bien répertorié, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Voilà. Et puis il y en a un deuxième, c'est sur les substances radioactives et l'eau. Parce que là, c'était un texte sur une directive sur l'eau, où il y avait toute la partie chimique, vous voyez, qui entraîne des effets cancérogènes sur l'homme, et puis une partie radioactive. Et là, ça a été un bras de fer, parce que les gens qui sont dans le nucléaire veulent absolument pas que les substances radioactives dans l'eau rentrent dans le traité de Lisbonne, où nous, parlementaires, on a la codécision. Ils veulent que ça soit en dehors, dans ce qu'on appelle le traité Euratom, où là, on n'a qu'un avis à donner, et si les gens du nucléaire veulent augmenter, vous voyez, les niveaux acceptables de radioactivité artificielle ou naturelle dans l'eau, eh ben, ils le font contre les députés. Et là, j'ai obtenu que cette partie radioactive soit dans le traité de Lisbonne, où là, il y a la codécision. Et là, j'étais assez contente parce que quels que soient les groupes politiques, ils étaient sur ma position, c'est-à-dire de changement de base légale, vous voyez, pour que les députés aient la codécision. C'est-à-dire que là, on construit l'Europe. Vous voyez, c'est pas confisqué par un pouvoir de lobby ou par la Commission ou par des États membres qui veulent garder la mainmise sur le nucléaire. Et ça, c'est des sujets très, très durs, quoi, hein, sur lesquels il faut faire beaucoup de stratégies pour convaincre les députés de leur dire mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des domaines qui soient confisqués à la démocratie parlementaire. Vous voyez, pour nous, au niveau groupe Vert, quand on est député européen, on est vraiment à plein temps. Vous savez qu'on est contre le cumul des mandats et on bosse comme des dingues. Bon. Un député PS ou un député UMP, moi je vois souvent, c'est un second choix. C'est parce qu'il n'a pas réussi les élections législatives, par exemple en France, on le nomme, enfin on le nomme, il faut qu'il soit élu, mais c'est un second choix. Et donc il n'est pas motivé par l'Europe. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de... en France, le fait d'aller à l'Europe, c'est pas valorisant. Alors que plus de 80% des directives qui sont sur l'environnement viennent de l'Europe. Et ce qu'on fait en France, c'est qu'on ne fait qu'une transposition d'une directive européenne. Alors on peut être plus rigoriste, si vous voulez, que la directive qui est proposée par l'Europe, mais on n'a pas le droit d'être plus laxiste. Mais c'est présenté comme... on ne valorise pas assez, si vous voulez, ce boulot européen et qu'on se cache dans les détails. Alors on se cache derrière le Conseil des États et on ne dit pas quelle est la position des États. Et le gouvernement, quand ça vient de lui, il dit c'est moi qui l'ai voté, etc. Donc moi j'en veux beaucoup au gouvernement français. Je trouve qu'il n'investit pas, et aux groupes politiques, suffisamment au niveau de l'Europe. Et s'ils ne le font pas, ça a une conséquence grave, c'est qu'il y a certains États qui reprennent... Vous voyez, les Allemands, ils sont beaucoup plus forts que nous, parce que d'abord, souvent un député,
quand il est député, il fait 3 mandats, voyez, et donc il a son staff, et avoir un staff conséquent au niveau de l'Europe, eh bien, vous avez une influence plus grande. Si chaque fois vous changez de député européen, le temps qu'ils se mettent, parce que c'est compliqué quand même l'Europe, hein, moi vous voyez, il faut 2 ans pour après connaître les gens de la commission, savoir qui fait quoi, comment on peut influencer, parce que... Au Parlement européen, il y a des rapports, enfin, chaque parlementaire écrit un rapport ou plusieurs rapports, et il y a également des résolutions. Est-ce que ces textes peuvent devenir contraignants? Quels sont les pouvoirs, quelles sont les conséquences de ces rapports et de ces résolutions? Alors, quand vous faites un rapport, si c'est pour une directive législative, c'est très contraignant parce que les États ont 2 ans pour les transposer dans leur État membre. Donc ça, si c'est un règlement, c'est transposé immédiatement. Donc ça, c'est hyper contraignant. Après une résolution, ça vous donne le positionnement de l'Europe sur un sujet. Donc des fois, des résolutions politiques, elles ont une influence parce que l'Europe pense ça, vous voyez, de la politique de ces pays. Donc moi, j'ai vu que ça a joué quand même un rôle de pousser un gouvernement à évoluer sur son positionnement. Les déclarations écrites, c'est autre chose, c'est que vous sortez un texte et il faut que ça soit, dans les 3 mois qui viennent, signé par la moitié des parlementaires. Et à ce moment-là, la Commission est obligée d'élaborer un texte, un rapport. Et maintenant, vous avez l'initiative citoyenne, qui est un instrument nouveau, qui fait que si par exemple des associations estiment, et on l'a vu sur l'eau, en disant que l'eau ne doit pas être un bien privé, mais c'est un bien public, ça fait partie du patrimoine, etc. Il y a eu une pétition sur 7 pays qui a obtenu 1,8 million de signatures. Et la barre, c'est 1 million de signatures. Et bien là, maintenant, la Commission propose un texte, c'est obligatoire. Donc vous voyez que ça s'est rajouté récemment. Donc vous voyez qu'une initiative citoyenne qui est venue de citoyens de 7 pays minimum, eh bien, elle a pu influer sur la Commission. Et là, une fois que le texte, alors il faut que le texte après soit voté en plénière par le Parlement, mais ça devient contraignant pour le pays. Donc il y a beaucoup de pays, moi je l'ai vu sur la Pologne, là, sur les gaz de schiste, la Pologne était attaquée parce qu'elle ne respectait pas la directive sur l'eau. Et vous voyez que là, la Commission peut dire, attendez, là, vous ne respectez pas la directive sur l'eau, donc il y a un contentieux qui va à la Cour de justice européenne et vous devez payer une amende. Nous les Français, je vous signale qu'on a plein de contentieux. On a les contentieux sur l'eau en Bretagne, parce qu'on ne respecte absolument pas les normes fixées par la directive et la loi sur l'eau, puisqu'elle s'est passée sous forme de loi, et maintenant sur les particules fines. Et donc le contentieux est énorme sur les particules fines. Alors la France trouve toujours des prétextes pour dire ça y est, on va mettre un plan d'action, mais c'est 300 000 € par jour. Vous voyez, c'est la sanction financière qui pousse les États à appliquer les normes.